Je suis désolé, hein, chers internautes, je fais la mise en place parce que comme j'ai deux téléphones, et les deux téléphones sont utilisés l'un pour TikTok et l'autre pour Facebook, il faut que je me connecte à l'un de mes ordinateurs pour pouvoir regarder les messages que ma community manager va m'envoyer si jamais il y aura des interventions des internautes. Donc j'essaie d'être sur WhatsApp alors, est-ce que je vais pouvoir WhatsApp, pourquoi c'est parti? Ah, non. Mais je devais être sur WhatsApp, non? Ouais, voilà. Alors, est-ce que là, ça va aller? Oh non. Oh, ça me demande de mettre le QR code, mais non, mes deux téléphones sont utilisés par vous. Je pensais que ça l'était là. Bon. Alors, je vais souvent faire une gymnastique avec l'ordinateur de bureau qui est un peu loin de moi. Alors, je vois qu'elle n'a pas répondu. Ok. Elle n'est pas connectée. Bon, voilà. Ça commence bien. Ma CM n'est pas connectée. Elle ne me répond pas. Donc, malheureusement, j'ai l'impression que ça risque de ne pas être interactif parce que ma community manager n'est pas connectée. Or, c'est elle qui doit pouvoir prendre vos informations et me les communiquer. Mais je ne la vois pas. Anyway, on va se débrouiller comme ça. Mais pourquoi aller sur Telegram si on peut communiquer par WhatsApp? Le problème, c'est que c'est toi qui n'es pas connecté. Je t'ai envoyé des messages là, plusieurs, tu t'es pas connecté. Je sais pas si tu as un problème de connexion. Voilà. Mais Telegram ou WhatsApp, peu importe, dans tous les cas de figure, je n'ai accès à ces plateformes qu'à partir de mon téléphone, enfin de mon ordinateur de bureau. Parce que mon ordinateur de portable, oui, c'est vrai que si je prends l'ordinateur, enfin le laptop, est-ce que celui-ci a Telegram? Est-ce que j'ai installé Telegram sur celui-ci? Oui, il y a Telegram. Voilà, ok. Donc, Community, tu m'écris par Telegram. Attends, c'est quoi ça? Oh, merde. Attends, je prends le deuxième laptop. Parce que le premier, on me dit qu'il faut que je télécharge. Je pensais que je l'avais là. Oh là là. Mais normalement, j'avais installé. Commencer. Non. Là, je peux pas. Donc, ce laptop-ci, je peux pas l'utiliser. Je prends celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Va sur Telegram sur ta machine, puisque, ouais. Alors, j'ouvre Telegram sur le deuxième laptop et puis je vois, parce que celui-là, je l'ai déjà utilisé ici. Donc, je pense que ça pourra se faire. Ça pourra se faire. Donc, nous allons parler essentiellement médical.
l'approche médicale du décès de Samy Lenoir. Je suppose que c'est comme ça que vous l'appelez. Alors, Steve Bawev, 66. Alors, j'essaie d'aller sur Telegram. Aïe, aïe, aïe. J'ai fermé Telegram par inadvertance. J'ai fermé Telegram par inadvertance. Je rouvre Telegram. Ok. Alors, CM, j'ai ouvert Telegram. Donc, tu pourras échanger avec moi via Telegram. Ok. Alors, donc là, on est là. Voilà. Alors, nous allons démarrer. Nous sommes assez nombreux pour un direct d'un scientifique. Nous sommes assez nombreux. Je crois que après 10 minutes de connexion pour ce réseau, enfin pour ce direct, avoir 350 personnes connectées sur Facebook, c'est inédit pour moi. Je pense que c'est pas fréquent pour les directs de médecins et pour une question médicale. Parce que malheureusement, nous n'avons pas la curiosité scientifique nécessaire pour être éclairés. Quand je vois mes posts scientifiques, combien sont vus, combien sont partagés, et on voit ce qui se passe sur des directs de divertissement, je vais appeler ça comme ça, il y a quand même un décalage qui pose un problème. Mais bon, la société, elle est comme ça. Bon, on va faire avec, il n'y a pas de souci. Et comme je dis toujours, s'il y a 5 personnes qui regardent mes directs, je suis content. Et je le fais. S'il y a 3 personnes, je fais le direct. S'il y a 1 personne, je fais le direct. Parce que la personne qui va regarder peut apprendre quelque chose qui lui sera utile et qui sera même utile peut-être à sa famille. Parce que derrière une personne, il y a toujours une famille. Et ces personnes-là pourront apprendre et justement en profiter. Donc, moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Je ne fais pas partie de gens qui disent, ben, connectez-vous, soyez d'abord, bon, on n'est pas encore 1000, on n'est pas encore 2000, avant que je commence. Non, ça, c'est pour les jeunes, c'est pour vous. Nous, on est habitué à avoir 20 étudiants sur 100 dans une salle de classe et on fait cours. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on va donc démarrer notre direct. Et comme j'ai dit, si la technique le permet, si ma CM peut réussir cet exploit, on prendra quelques personnes qui voudront peut-être interagir, dire quelque chose, on le fera. Et donc, je m'excuse déjà pour ce midi, pour ceux qui étaient connectés ce midi, de n'avoir pas fait le direct purement scientifique ce midi parce que malheureusement, il y a eu un programme de dernière minute, un bloc opératoire, donc il fallait que j'aille à l'hôpital pour le faire. Et en plus, je pense qu'on allait quand même être un peu serré parce que c'est entre midi et 2, enfin 13h et 14h en France. Je fais déjà et je ferai de temps en temps
des directs spontanés pour une question précise et qui va durer peut-être 30 minutes, 45 minutes, mais pas plus. Mais ici, là, je pense que nous sommes dans un enseignement qui est quand même important. Et donc, je vais essayer de tenir sur peut-être une demi-heure ce que je vais vous dire, maximum. Et puis après, il y aura des questions, je répondrai. S'il y a des gens qui veulent intervenir, on leur donnera la possibilité d'intervenir et après on va rediscuter, je vais relancer et je vais conclure. Voilà à peu près le programme. Alors, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? On va parler, comme j'ai dit, du côté technique de la chose. La cause probable du décès de ce jeune web comédien. Et nous allons essentiellement nous baser sur ce document que vous tous, vous avez certainement vu dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire le rapport officiel de l'hôpital de la Caisse. Le rapport officiel. Voilà. Et ça, c'est un rapport qui est administrativo-médical ou technique, je vais dire. Administratif parce qu'il est signé par un non-médecin. Et la première personne de cet hôpital, qui est le patron de la CNPS. Il n'est pas médecin, mais il a signé un document où il parle beaucoup de médecine. Bon, ça c'est une curiosité. Mais une curiosité, il ne faut pas rester rigide, il faut être open-minded. Et moi, je me veux quelqu'un qui essaie d'être open-minded, essayer d'évoluer avec la marche du monde. Et je pense que le directeur général de la CNPS n'a fait que suivre l'évolution du monde. C'est-à-dire que il a parlé médical dans un document qu'il signe alors qu'il n'est pas médecin. Ce n'est pas la fonction d'un non-médecin. Le document aurait pu être signé par le patron de la médecine de la CNPS, le patron de la médecine, le directeur de l'hôpital qui serait valable. Mais la pression médiatique et autres des réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, on perd un peu le nord parce que on a donné le pouvoir au Congossa, aux réseaux sociaux. Et nous, les adultes d'aujourd'hui, ceux qui sont censés être à la direction de nos États, nous avons cédé à cette pression. Nous avons cédé à la pression des gens qui peuvent faire des directs où ils parlent médecine alors qu'ils ne sont pas médecins, où on met en difficulté une pauvre dame malheureuse qui a eu pour seul tort de vouloir aider quelqu'un. Quand je le dis, vous voyez, j'ai un peu l'orientation de mon avis personnel sur cette question. Et donc, le directeur de la CNPS, il a signé. Bon, on fait avec. Le propos n'est pas de dire qui a bien fait, qui n'a pas bien fait, tout ça. On va plonger dans le vif du sujet, c'est-à-dire la cause de décès. Mais pour parler de la cause du décès de ce monsieur, je veux vous dire que l'hôpital CNPS ne fait que récupérer un cas désespéré. Ce cas était un cas désespéré. Malgré le fait qu'il était en forme, il parlait, il a voyagé de Kribi à Yaoundé, voilà, il était sur son téléphone, il blaguait même, il est arrivé à l'hôpital de la CNPS, sur ses pieds, il était alerte, il était conscient. Ouais. Et d'ailleurs, je vais vous donner un scoop qui corrobore ce que la dame, là, vous l'appelez, je ne sais pas, c'est Karimo et tout, a dit.
à propos de ce que ce monsieur est arrivé à l'hôpital, il n'y avait aucun problème. Et elle a raison. Elle a raison, vous savez pourquoi? Moi, à la CNPS, j'ai un cousin. J'ai un cousin à CNPS qui est personnel médical de la CNPS, de l'hôpital de la Caisse. Ce cousin, et quand je dis cousin, ce n'est pas les cousins, c'est mon cousin. On a grandi ensemble. J'ai grandi chez eux à Yaoundé. Il est médecin, enfin, il est orthoptiste à l'hôpital de la Caisse. Actuellement, il passe ses journées au service de réanimation. Parce que sa mère, qui est ma tante, est hospitalisée. Elle a été hospitalisée pendant 2 semaines. Elle est en train de sortir parce que ça va déjà mieux. Mais, jusqu'à hier, quand je l'ai eu au téléphone, très tard, vers minuit, ma tante était encore en réanimation. Mon cousin a vu Samy Lenoir arriver en réanimation. C'est-à-dire que ma tante et ce jeune homme ont partagé le même espace à la réanimation de la Caisse. Et il m'a raconté les va-et-vient. Il était témoin, il a observé, il a vu. Et il est personnel de cet hôpital. Donc c'est pour vous dire déjà que ce monsieur est arrivé à l'hôpital sans aucune difficulté, comme le dit ce rapport. Déjà, à partir de là, les commentaires, les lives qui tournaient autour de ce pan-là de l'histoire, déjà, je vous en prie, abandonnez. Mais maintenant, ce jeune homme, au moment où il arrive à l'hôpital, où il est en forme a priori, j'ai envie de vous dire que sur le plan médical, il se passait déjà quelque chose dans son organisme. Il se passait déjà quelque chose dans son organisme. À cause de quoi? À cause du retard de la prise en charge. Et maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est. Traumatisme de la voie publique. Fracture d'un os long. Un os long. Vous savez que en anatomie, on a les os longs, les os courts, les os plats. L'os dont on a parlé là, quand on lui a pris une partie ici là, au niveau de la hanche, là par exemple c'est un os plat. L'humérus, le fémur, enfin, je vous épargne ces termes-là parce qu'on est dans un live mix, parce qu'il y a, j'espère que mes étudiants sont en ligne. Mais il y a des étudiants, mais il y a aussi les non-médecins. Cet os-ci, c'est un os long. Celui-ci, os long. Celui de la cuisse, os long. Là, le pied, os long. Dans un os, il y a ce qu'on appelle la moelle osseuse. La moelle osseuse est riche en graisse. Quand on se fracture un os, dans l'os, il y a des vaisseaux sanguins. Il y a des vaisseaux sanguins. Ils sont de plus en plus petits et qui sont en contact avec l'os même et tout ce qui entoure la moelle osseuse. Quand on a une fracture, surtout une fracture fermée,
on peut mobiliser la graisse qu'il y a à l'intérieur de l'os. Et cette graisse-là, s'il y a effraction des veines, la graisse peut rentrer dans les veines, donc rentrer dans la circulation sanguine, rentrer dans le sang. Dès que la graisse rentre dans le sang, il y aura une cascade de mécanismes de défense et autres pour éliminer cette graisse, parmi lesquels on a ce qu'on appelle, il y a des enzymes qui vont essayer de vouloir détruire cette graisse, parmi lesquelles la lipase. La lipase, c'est une enzyme qui brûle les graisses. Et en allant brûler cette graisse-là, elle va émietter les graisses. Il y a des substances qu'on appelle les acides gras. Et il y aura des réactions qui vont se faire, parmi lesquelles les réactions inflammatoires. La mobilisation des plaquettes. Les plaquettes, c'est une substance qui permet au sang de coaguler. Il y a beaucoup de phénomènes qui vont se faire. Donc, cette graisse-là qui est arrivée dans le sang, avec mobilisation de tous les substances, les facteurs que je vous ai expliqués, avec l'inflammation, tout ça va devenir un cocktail explosif qui circule avec le sang, circule, et de toutes les façons, tout ce qui vient de notre organisme, va où? Ça va au niveau du cœur, le cœur droit. Et du cœur droit, ça va où? Ça va dans les poumons. Et quand ça arrive dans les poumons, ces particules-là, où il y a une composition de graisse, les acides gras, les plaquettes, les facteurs de l'inflammation et tous les interleukines et autres, tout ça là, ça fait des petites microbules. Il y a l'internaute d'hier, un gars très intelligent, j'ai parlé de lui aujourd'hui, Max Ivoire, qui a un peu parlé de ça, que les os se sont émiettés, il dit que les petites particules d'os peuvent partir. Non, là où il a fait faux, c'est pas les particules d'os, parce que l'os a une densité qui est telle que l'os aura du mal à circuler avec le sang pour arriver jusque là-bas. Mais par contre, la graisse, elle, qui est insoluble, donc la graisse va rester, vous avez vu, si vous mettez la graisse dans l'eau, vous savez que les particules de graisse restent flottent. C'est à peu près comme ça là. Donc c'est ça qui va donc arriver au niveau de la circulation pulmonaire, donc des poumons. Les poumons, après, ça arrive jusqu'à la petite circulation des poumons où ça se bloque sur les petites artères, les capillaires. Bam. Ça vous donne ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Mais ce n'est pas l'embolie pulmonaire classique qu'on connaît, que mes étudiants connaissent là. On parle des caillots de sang riches en fibrine. Non. Ici, là, c'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire graisseuse. Et l'embolie pulmonaire graisseuse a pour cause principale, dans 95% des cas, traumatisme des os longs. Fracture des os longs. Dans 95% des cas, c'est la cause de l'embolie pulmonaire graisseuse. Et maintenant, quels sont les facteurs qui vont concourir à donner l'embolie pulmonaire graisseuse? On estime que la prévalence, donc la fréquence de l'embolie pulmonaire graisseuse, tourne autour de, jusqu'à 40%. 30-40% des cas, des traumatismes des os longs vont entraîner une embolie pulmonaire graisseuse. Mais si on va regarder, compte tenu de la difficulté de faire ce diagnostic, il est possible que ce soit même plus fréquent que ça. Surtout dans un environnement où
on ne sait pas faire ce diagnostic, on n'a peut-être pas les moyens pour faire ce diagnostic. Mais un facteur qui est très important pour développer l'embolie pulmonaire graisseuse, c'est le retard de prise en charge. Quand vous avez une fracture, comme lui il a eu une fracture, puisqu'on va revenir quand même sur le rapport, on dit émietté et tout, donc c'était vraiment une fracture très importante, même s'il semblait ne pas en souffrir, mais c'était une fracture complexe, sévère, d'un os long. L'immobilisation précoce, urgente, est fondamentale pour éviter la mobilisation de cette graisse-là. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous balader avec votre bras comme ça, là, n'importe comment. Immobilisation. Et qui dit immobilisation, on doit aller jusqu'à l'intervention, l'opération rapide pour consolider l'os. Ça doit se faire dans les heures qui suivent le traumatisme. Dans les heures. Pas dans les jours. Pas les jours. Pas... Parce que je suppose que lui, entre le jour où il a eu son accident, vous allez peut-être me dire quel jour c'était, et le jour où il a été opéré, je pense savoir qu'il s'est passé au moins 4 jours, voire plus. Or, ça c'est un facteur péjoratif très important. Ce qui veut dire que si ce jeune homme avait été pris en charge correctement, accribé, le jour où il a fait l'accident, il sera en vie. Ce que je vous dis, je ne suis pas dans le combat contre quelque chose. Je vous donne juste les faits scientifiques que vous irez après regarder, fouiller, parce que la science ne manque pas. La science, elle est carrée. Prise en charge précoce égale. Or, il n'a pas été pris en charge précocement. Il a eu un transport non médicalisé. Et vous ne pouvez pas, tel qu'on a vu ce jeune homme, avec sa bande que je vois ici là, qui lui servait certainement